L'invité de ce jour est Lébouré Crépin-Zanzé. Il est expert senior agrégé en communication et sécurité. Il est spécialiste en diplomatie et résolution des conflits. Il est également enseignant au niveau du supérieur. Et avec lui, nous parlons aujourd'hui de géopolitique mondiale. Quelle menace réelle pour le continent africain? Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, cher Kaboré. D'être avec vous sur ce plateau et pour échanger avec les téléspectateurs. Plaisir partagé, c'est vraiment un gros plaisir de vous retrouver une semaine tout juste après vous avoir eu sur ce plateau pour parler cette fois-ci de géopolitique. Merci, c'est avec grand plaisir que nous allons échanger. Alors, le monde traverse, on le sait bien, une période de forte tension. Comment est-ce que vous caractérisez aujourd'hui la géopolitique mondiale? Il faut dire que la géopolitique mondiale est caractérisée aujourd'hui par la multipolarité, plusieurs acteurs, plusieurs pôles qui se dessinent, mais surtout par la polycrisie. C'est une sorte de polycrise avec des facteurs comme l'économie, l'information, l'énergie, la souveraineté qui viennent rendre très complexe la situation. Donc, s'il y a un mot pour bien caractériser la géopolitique aujourd'hui, c'est la complexité. C'est une situation de crise assez complexe qui peut échapper très facilement à l'entendement des parties prenantes, c'est-à-dire les acteurs en crise, et donc exige une lecture fine, subtile, pour réussir à sortir. Vous voyez qu'en plus de ce que je vais appeler la multipolarité, plusieurs pôles, parler également de la polycrisie qui intègre ces différents aspects, il y a d'autres acteurs qui ne sont pas uniquement que les États. Il y a des groupes armés qui sont des milices. Il y a également la cyberinformation qui vient prendre le relais à un niveau donné. Et du coup, les activistes que vous voyez, même mandatés ou non, qui sont des acteurs non moins importants. Donc l'ensemble de ces acteurs non étatiques, de ces milices qui sont dans le combat, contribuent à rendre la géopolitique très complexe, parce que tout le monde se réclame désormais acteur de l'État et peut parler au nom de l'État sans avoir un mandat, une autorisation formelle de l'État. Et du coup, ça rend la situation très complexe. Parce que si vous prenez un exemple banal, si vous écrivez un message sur votre page Facebook à l'endroit ou à l'encontre d'un pays, vous voyez, vous êtes burkinabé avant tout. C'est comme si vous parlez au nom du Burkina. Le temps qu'on dise que ce que Serge Kaboré vient de dire, c'est pas l'État burkinabé qui a dit, vous l'aurez déjà fait et on considérera toujours comme, et vous le savez tout de suite, récemment avec les punchlines que les activistes s'envoient sur les réseaux sociaux, et compte tenu du fait qu'il y a des divergences entre certains États, pour ne pas dire les chefs d'État de certains pays. Quand on regarde cette période de forte tension qui conduit nécessairement à la complexité de la géopolitique, on peut se poser la question, sommes-nous dans un nouvel ordre mondial ou plutôt dans un désordre stratégique lorsqu'on regarde le comportement de certaines grandes puissances? Je préfère la deuxième option, un désordre stratégique, mais un désordre stratégique compétitif. En fait, il n'est pas vraiment un désordre comme on pourrait le penser, parce que chacun s'y retrouve. Mais c'est un désordre compte tenu du format classique qui existait. Et il n'est pas un désordre compte tenu du fait que les acteurs qui sont dans ce désordre se retrouvent. Comme on aime le dire dans le jeu des PMUB, pour emprunter, l'ordre paye, le désordre paye. Par moment, le désordre paye mieux que l'ordre. Et si, en tout cas, ce sont des favoris qui sont venus dans l'ordre et que ce sont des tocards qui sont venus dans le désordre, naturellement, vous allez voir que le désordre va payer plus que l'ordre. Et je vais donc dire qu'en fait, l'ordre actuel, c'est une récomposition compétitive. On n'est pas véritablement dans un changement total ou radical, non. On est dans une sorte de lutte, comme je le disais la dernière fois quand nous étions sur le plateau. Les acteurs qui étaient ensemble même commencent à renégocier les clauses de contrat entre eux. Question de voir qui se repositionne, qui prend le dessus par rapport à telle situation, par rapport à tel
Et c'est pourquoi il est très important que les États africains, dans cette sphère de la géopolitique, puissent voir. Parce qu'en vérité, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'il n'y a pas de menace véritablement. Il y a aussi des opportunités qu'il faut regarder. Si on reste juste dans la dynamique du regard de menace, on tombe dans une sorte de variable. Les variables ne sont pas à notre contrôle. Or, si la situation elle est chaotique, elle est complexe et que nous la voyons en opportunité, alors on s'inscrit dans une logique de stratégie. Et quand on est dans une logique de stratégie, c'est nous qui sommes les meneurs et on peut en ce moment-là trouver sortir des solutions assez importantes pour notre plein épanouissement. Partant de là, en quoi est-ce qu'aujourd'hui la géodiplomatie a pu devenir un outil de puissance et de sécurité pour les États? La géodiplomatie a toujours été un outil de puissance. Quand on parle du soft power ou du hard, dans tous les cas, les deux sont utilisés dans le cadre de la géodiplomatie. Vous voyez actuellement des décisions, des sanctions, des menaces de sanctions et des interventions militaires même très robustes sur certains pays. Et ça reste toujours de l'ordre de la géodiplomatie, mais de la géodiplomatie de coercition, c'est-à-dire qu'on vous sanctionne. On vous rappelle qu'en fait, vous n'êtes absolument rien. Et qu'on peut faire de vous une ratatouille, on peut vous écraser pour ne pas se limiter simplement à vous écarter. On peut vous écraser si vous continuez. Donc, c'est de la géopolitique, mais de la géopolitique de la coercition. Et ce n'est pas ce qui est souhaité par les Nations Unies, ce n'est pas ce qui est souhaité par le droit international, c'est bien au contraire ce qui est proscrit par cela. Parce qu'on estime que, comme je prenais l'image la dernière fois, si on continue dans ce chemin de le plus fort gagne ou le plus fort impose sa loi, naturellement, nous n'allons pas circuler dans les rues de Ouagadougou. Vous le savez mieux que quiconque. Il y a des malabars, il y a des gens qui sont très baraqués et qui nous empêcheront même de faire ce que nous avons le droit légalement de le faire. Donc, cette situation de la géopolitique, elle n'est pas récente. Elle a toujours existé avant même que les institutions ou avant que les pays ne se mettent ensemble. Parce que la géopolitique est par essence dans l'esprit humain. La géopolitique est par essence dans l'esprit humain. On cherche toujours à s'entendre, des compromis sans tomber dans des compromissions, bien sûr. C'est ce que nous faisons le mieux avec nos épouses, nos enfants, nos parents, nos amis au service. Prenez un exemple banal, vous êtes dans une entreprise, vous avez quelqu'un avec qui vous ne vous entendez pas du tout. Vous ne vous entendez pas parce que vous avez des divergences d'opinion, d'avis. Si vous insistez, le patron à un moment donné risque de se séparer de vous deux, ou de se séparer de lui, ou de se séparer de vous. Dans tous les cas, cette situation aurait créé une crise. Mais si vous avez la chance que c'est l'autre qu'on s'est séparé et que c'est vous qui restez, vous allez espérer que c'est bon. Mais on va un peu plus loin, poussons le bouchon. À supposer que ce n'est pas dans le monde entrepreneurial et qu'on se retrouve au paradis et que cette personne que vous n'aimez pas du tout, là, vous vous retrouvez avec elle au paradis. Vous faites quoi? Vous dites au propriétaire du paradis, bon, lui là, il m'énerve, je ne vis pas avec lui. La géopolitique va vous donner cette capacité, ce réflexe à vous parler, à discuter entre vous pour comprendre réellement les intérêts, les menaces, les opportunités et on y va ensemble. C'est une géopolitique qui se passe et qui intéresse le continent africain. Que ce soit la crise russo-ukrainienne, que ce soit ce qui s'est récemment passé au niveau du Venezuela, que ce soit ce qui se passe au Moyen-Orient ou même en mer de Chine, est-ce qu'il y a des répercussions directes sur la sécurité africaine? Naturellement. Il y a des répercussions directes. Mais j'aime pas le narratif répercussions directes. Pourquoi? Je vous dis ça. Mais il y a des répercussions directes. Mais j'aime pas ce narratif. Parce que, à le dire, c'est comme si nous disons que quand deux personnes se battent de l'autre côté, nous, on paye le prix. Qu'est-ce que nous, on fait pour ne pas payer ce prix? Je suis conscient. Parce qu'on se retrouve au cœur quand on regarde la place du continent africain. Mais pourquoi d'autres pays ne le ressentent pas? Ou même s'ils le ressentent, pourquoi ils en font fi et ils avancent? C'est ce à quoi je veux qu'on arrive. Effectivement, il y a des répercussions directes. Et la crise au Venezuela, vous allez voir que ce soit le céréal, quand l'Ukraine est rentrée en conflit avec la Russie, ou disons quand la Russie a agressé l'Ukraine, annexé l'Ukraine, vous avez vu que les prix des céréales ont flambé et nous avons ressenti ça depuis le Burkina Faso avec les histoires de blé. L'Ukraine étant un grand producteur de blé. Il n'y a pas également que ça, mais il y a même la connexion des pays, que ce soit à travers les fibres optiques, que ce soit à travers les pipelines et tout. Tous ces éléments rentrent en ligne de compte. Donc quand les autres États sont en crise,
nous payons également le lot tribut. Prenez un exemple en termes de géopolitique et de géodiplomatie. Vous savez que notre Premier ministre d'alors a été reçu à plusieurs reprises au Venezuela. Donc, c'était naturellement des pourparlers, des discussions, des échanges qui visaient certainement à renforcer nos liens de collaboration. Et voici qu'un beau matin, on enlève le premier responsable, le premier patron du Venezuela, Nicolas Maduro, de son palais et on part avec. Bien sûr, s'il y avait des contrats en vue, ces contrats sont partis où? Ça tombe à l'eau. Si c'était lui en tout cas qui devrait décider en tant que chef d'État. Et si la personne qui prend le relais n'est pas favorable à cette logique, vous voyez que nous perdons. Donc directement ou indirectement, ou disons directement et indirectement, nos pays payent le prix de tout ce qui se passe dehors. Quand la case du voisin brûle, attention, ce n'est pas seulement la case du voisin, votre case aussi est menacée. Quelles sont aujourd'hui les menaces majeures qui pèsent sur le continent africain en termes de géodiplomatie et géopolitique? Je vais voir ça sous une forme d'angle. En termes de géodiplomatie, il faut essayer toujours de voir la chose sur la souveraineté informationnelle. Elle est très indispensable pour nous, en ce sens qu'aujourd'hui, c'est la guerre du narratif qui fait effet. Le vrai combat, c'est pas que sur le champ de bataille, c'est la guerre informationnelle. Et je pense que nous sommes déjà plus ou moins dans cette logique, pour ne parler que du Burkina Faso, avec le narratif qui est envoyé, avec le message et la dynamique qui est entamée. Question de dire que le Burkina est au cœur du jeu, le Burkina est acteur du jeu, et non le Burkina comme spectateur ou comme un passager du train dans lequel le monde géopolitique ou la diplomatie aurait embarqué. Donc, s'il y a d'autres menaces qu'il faut voir, c'est la souveraineté alimentaire. J'aime le dire tout le temps. Et ventre creux n'a point d'oreille. Peu importe la bonté de la vision, si la population ne mange pas à sa faim, à un moment donné, elle craque. Et enfin, il y a ce que je vais appeler la sécurité. Et c'est là l'axe central de la bascule. Lorsque vous sécurisez, il faut produire. Si vous produisez, il faut développer. Donc, sinon, si vous sécurisez et que les gens se retrouvent toujours à ne pas avoir à manger, ils finissent par tomber dans une sorte de désespoir. Qu'est-ce que je fais de la sécurité si je n'ai pas à manger? Et quand on commence à manger, on est satisfait, on commence à voir le monde, l'Eldorado, et on veut se développer. Donc, c'est une triptyque qu'il faut mettre ensemble et savoir jouer. C'est comme si vous êtes dans un véhicule, il faut savoir véritablement jouer avec les différents leviers, à moins d'avoir un véhicule automatique où vous n'avez rien besoin. Je m'attarde sur le premier élément. Vous avez parlé de la guerre informationnelle. Pendant longtemps, sur le continent africain, les médias ont tenté de faire le travail qui se devait d'être fait, mais qui ont eu face à eux un certain nombre de chefs d'État qui, dans le temps, ont toujours accordé la primeur d'un certain nombre d'informations liées à leur pays et bien à l'extérieur. Des annonces de candidature étaient données depuis l'extérieur lorsqu'on est en visite officielle, que ce soit à Paris ou dans un autre pays. On profite pour donner la primeur de l'information à ce niveau. Au niveau des salons feutrés, la primeur était donnée aux journaux venant de l'international. Est-ce que nous ne nous sommes pas vendus nous-mêmes sur le plan de l'information? Est-ce que nous n'avons pas accepté de subir justement la dépendance informationnelle vis-à-vis de la géopolitique? C'est une très grande réalité, c'est un fait qui est indiscutable. Quand un chef d'État en vient à accorder une interview à des médias internationaux sans impliquer des médias nationaux, ça ressemble à la limite à du mépris pour les médias nationaux. Mais attention, il ne faut pas perdre de vue beaucoup de choses. Le chef de l'État, il a la liberté d'accorder l'audience ou à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Mais là, on parle d'importance de l'information aujourd'hui en termes d'enjeux géopolitiques et tout. Quoi que vous direz également, le chef de l'État vous dira qu'il a tenu compte des subtilités et des enjeux. Et c'est là toute la complexité. C'est pourquoi est-ce que il est bien de tenir compte de la discrétion. Voilà. Et le chef de l'État, il est en droit
de pouvoir donner telle information ou non à un moment donné. Vous avez vu les récentes déclarations de Donald Trump. C'est ma morale à moi qui me limitera ou qui me poussera jusqu'à tel niveau. Il n'y a aucune règle qui puisse m'en empêcher. On peut faire polémique là-dessus jusqu'à demain. Mais quoi qu'on dise, ça reste le chef d'État, le président des États-Unis d'Amérique. C'est pareil que nous avons le chef d'État au Burkina Faso, on a le chef d'État en Côte d'Ivoire, en Guinée et partout ailleurs. S'ils veulent donner une interview à RFI, c'est à eux de donner. Et il faut toujours tenir compte du contexte. Il fut un moment où on n'avait pas les réseaux sociaux qui permettaient, par exemple, au chef d'État de faire passer un message à grande échelle. Regardez simplement au Burkina Faso quelle radio pouvait émettre une information qui allait couvrir le continent, excepté RFI qui pouvait le faire ou BBC. C'est une réalité. Quelle chaîne de télévision pouvait être vue? Il n'y a pas longtemps que les télévisions sont maintenant sur Canal pour être vues à l'international. Or, si vous étiez reçu au journal de TV5 Monde, vous étiez facilement entendu à travers le monde et ça donnait une sorte de crédibilité. Et même les médias à l'échelle nationale, on les filtre. Lorsque vous avez une activité que vous voulez toucher, par exemple les institutions, vous savez vers quel média vous devrez aller. Et si vous voulez faire du commerce, une publicité, vous choisissez également des médias que vous allez utiliser. Donc, c'est pour dire que c'est laissé à la discrétion du chef de l'État. Mais cela ne veut pas dire qu'il a carte blanche pour faire ce qu'il veut dans un désordre total. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est assisté par des conseillers techniques et tout l'armada qui est là. Maintenant, si ces conseillers techniques n'ont pas la carapace nécessaire pour dire au chef de l'État, écoute, sur ce sujet, voilà l'enjeu, et s'ils n'ont pas la vision, parce qu'une chose est d'avoir la carapace, mais une autre chose est d'avoir la vision. Parce que si vous avez la carapace, ça c'est un courage. Et ça peut être un courage suicidaire. Si vous parlez une fois, vous remettez en cause ce que le chef de l'État veut, deux fois, vous remettez, troisième fois, on vous expulse du dispositif. Et vous ferez en ce moment la politique de la chaise vide, sinon on vous aurait expulsé forcément. Donc, en gros, il faut dire tout simplement que c'était un risque. C'était un désavantage pour les médias locaux, que je vais appeler les médias nationaux. Contrairement aux médias qu'on a toujours appelés médias internationaux, que moi j'appellerais les médias étrangers, parce que donner une information, la primeur d'une information à RFI, sans que les médias nationaux n'en disposent, ça rime pratiquement avec une perte de légitimité, de crédibilité, de confiance en soi et donc de souveraineté. Et la conséquence était toute connue avec la construction d'un narratif venu d'ailleurs qui faisait et défaisait des politiques sous nos cieux. Aujourd'hui, quand on regarde la plupart des tensions dans le monde, quand on regarde les guerres, sont-elles beaucoup plus militaires, économiques, informationnelles ou même technologiques avec l'intelligence artificielle et tout? Elles sont toutes à la fois. Elles sont toutes à la fois parce que la guerre, elle est même beaucoup plus informationnelle que économique, que militaire. Parce que c'est dans le subconscient des populations qu'on arrive à légitimer les interventions militaires. Depuis belle lurette, c'est toujours ce qu'on fait. Que ce soit avec ceux qui ont terrorisé et traumatisé le monde entier avec des guerres, dites guerres mondiales, ou avec des agressions unilatérales qui n'ont ni tête ni queue. C'est toujours un narratif qu'on utilise pour faire adhérer la population. Quand je vous écoute, j'ai encore en mémoire le narratif utilisé pour envahir l'Irak, le narratif utilisé par rapport à la Libye également. Et c'est méticuleusement bien fait. Quand vous captez une chaîne de radio ou de télévision, le message qu'on vous envoie systématiquement, on vous présente l'autre comme étant le mauvais, le démon. Mais ce que j'ai dit, en fait, les équipes qui sont autour des chefs de l'État et les chefs d'État eux-mêmes se doivent d'avoir énormément de recul pour comprendre beaucoup. Ce n'est pas parce que non plus un narratif est à votre faveur aujourd'hui qu'il est à votre profit. Parce que les gens se projettent souvent dans 25, 50 ans, 100 ans. On vous place au sommet, on vous fait voyager, on vous fait balader dans les nuages avant de vous dévêtir. Le temps que vous allez vous rendre compte, vous avez déjà commis énormément d'infractions, vous avez commis énormément de crimes et on saisit tous ces éléments contre vous. Et donc, c'est vraiment un travail minutieux, un travail de réflexion intense qu'il faut pour pouvoir sortir des griffes
de la désinformation, de la mésinformation, de la malinformation à tous les niveaux et surtout de la construction des narratifs pesants sur nos pays, sur nos populations et sur nos dirigeants. Dans une telle situation où les grandes puissances sont sous tension un peu entre elles, quand on regarde avec l'affaire de ce qui se passe au Groenland entre l'Union européenne et les États-Unis, quand on regarde les conséquences de l'intervention des États-Unis au niveau du Venezuela et tout, on se rend compte aussi d'un aspect, c'est cet intérêt, c'est le fait que le continent africain soit redevenu un espace stratégique majeur pour ces grandes puissances. Qu'est-ce qui explique cela aujourd'hui? Je l'ai toujours dit avec insistance, il ne faut pas que l'Afrique redevienne, il ne faut pas percevoir l'Afrique comme étant un pôle qui est convoité. L'Afrique est un acteur majeur dans la vie du monde. Ce n'est pas seulement au niveau politique, et même au niveau spirituel, au niveau religieux si vous voulez, des termes un peu plus accessibles. L'Afrique a toujours été et est encore au cœur. Maintenant, comme je l'ai dit, la géopolitique, c'est comme les vagues de la mer. Oui, c'est comme une mer qui est agitée. Certains y voient des vagues, d'autres y voient du courant. Mais les plus stratèges voient le chemin. Et là, il appartient à l'Afrique de voir le chemin. Dans cette situation d'agitation, il appartient à l'Afrique de voir les opportunités et les repositionnements possibles. Observer une sorte de neutralité dans le repositionnement, ce qui ne veut pas dire ne pas être actif, mais encore moins être mou. Mais il faut redessiner vers où on veut aller. Comment est-ce qu'on veut s'y prendre? Et quand nous parlons, vous vous interrogez tout de suite sur la guerre informationnelle, la guerre militaire et tout ce qu'il y a avec l'avènement de l'intelligence artificielle, est-ce que nous avons cette capacité aujourd'hui de nous prendre en charge, de nous doter nous-mêmes de ces outils? Et si nous voulons aller très vite, est-ce que nous ne risquons pas de nous compromettre avec? Parce qu'aujourd'hui, la plus grande richesse, visiblement à mon sens, c'est la data, ce sont les données informationnelles. Ce n'est plus l'or, ce n'est plus le diamant, encore moins l'uranium, ni le cobalt et tout. C'est l'information. Parce qu'on sait que la banque de données que vous avez donne cette information par rapport à votre jugement ou tout. Or, c'est dans les ordinateurs qu'on loge. On ne loge plus rien dans nos cerveaux. Finalement, ceux qui ont la main mise sur les data, ils ont le contrôle. Et ceux qui ont la même mise sur les communications que nous nous envoyons, que ce soit à nos conversations WhatsApp, forcément c'est dans des serveurs, y compris les téléphones portables que nous avons, y compris l'intelligence artificielle qui est la conception des grandes puissances, les États-Unis, la Chine et tout ce que vous savez. Ce ne sont pas des Africains qui se sont mis là-dedans pour le faire. Donc, il faut qu'on arrive à comprendre que ce n'est pas une guerre qui est dans une logique de nous vaincre sur le terrain. Mais ce sont des crises, des polycrises qui sont là, qui vont nous dominer si nous n'y prenons garde dans nos cerveaux, nos intelligences. Et là, c'est nous-mêmes qui allons encore donner les éléments nécessaires. Parce que l'intelligence artificielle dont vous avez évoqué, c'est un espace vide, vierge, que vous venez loger dedans. Si les Burkinabés ne partent pas parler du Burkina Faso sur l'intelligence artificielle, il va être très difficile que l'intelligence artificielle puisse utiliser des données et servir. C'est vrai qu'il y a déjà des banques de données, il y a beaucoup de médias qui ont des données très riches, mais s'ils ne mettent pas ça sur les serveurs de l'intelligence artificielle, ça diminuera la richesse. Et je crois que c'est peut-être dans ce sens que les autorités ont entamé l'acquisition des data centers pour avoir une sorte d'autonomie. Mais encore faut-il penser à la source d'énergie qui est indispensable pour le fonctionnement de ces data centers. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir un tramway, un train à grande vitesse, mais il faut du carburant pour que ça puisse fonctionner, et c'est l'énergie. D'où la complexité de la géopolitique et la géodiplomatie dans tout son sens, parce que ce que les autres ont qui vous permet de fonctionner, ils vont utiliser ça pour des éléments de coercition. On n'est pas forcément tenu d'intervenir militairement pour vous étouffer. On peut couper des sources et puis voilà, le peuple va devoir se révolter. C'est un tout, et quand on regarde un certain nombre de pays sur le continent, on ne peut s'empêcher de se poser d'autres éléments en termes de questionnement. Quand on prend le terrorisme, quand on prend les conflits armés internes, les coups d'État, on se pose, sont-ils liés à des dynamiques géopolitiques externes? Évidemment,
elles sont liées à des dynamiques géopolitiques externes comme internes. Il y a à la fois externe et interne. Parce qu'en fait, une crise ne peut survivre que lorsque le noyau lui-même, il est infecté, il est atteint. Ce qui peut déstabiliser un humain, c'est la conviction intérieure. Si une fois les acteurs intérieurs arrivent à adhérer au projet, alors la crise va être fermentée. Et si elle est fermentée, elle va s'exacerber. Par contre, si c'est de l'extérieur que ça vient, on ne parlera pas en ce moment-là d'une implosion. C'est pourquoi le cas du terrorisme dans les États, j'utilise tout le temps le mot implosion parce que ça part de l'intérieur. Et si ce sont des facteurs extérieurs, ça va être de l'explosion. Vous voyez la nuance. Vous prenez une balle, vous mettez énormément d'air, quand ça va exploser, ça c'est de l'implosion. Mais vous prenez la même balle qui est remplie d'air et que vous déposez. Si vous exercez une pression extérieure, ça va être de l'explosion. Donc les facteurs extérieurs, oui, mais des facteurs intérieurs surtout, qui permettent de fermenter, et voilà. Et de ces facteurs intérieurs, il y a la bonne gouvernance dans nos États, il y a les divergences culturels, sociaux, politiques et tout avec les différents acteurs de la politique qui parfois ne s'entendent pas. Il y a les injustices également sociétales. Quelqu'un qui a un procès et qui pense avoir été forcé la main ou quelqu'un qui a une situation qui est pendante en justice pendant des années et des années qui finit par se retrouver être ou quelqu'un qui se trouve à être déshonoré du fait de sa culture parce qu'il a vu son père ou sa mère traité avec condescendance, avec grand mépris. Tous ces éléments contribuent à faire. Donc il y a des facteurs incitatifs de ces activités de terrorisme, mais il y a des facteurs attractifs. Il ne faut pas surtout se perdre de vue. Les facteurs incitatifs, c'est ce qui peut vous pousser rapidement à devoir créer une situation désastreuse parce qu'on a fait quelque chose qui ne vous a pas convenu, qui ne vous a pas plu. Mais les facteurs attractifs, c'est ce qui peut vous attirer parce que vous voyez quelque chose de bien, quelque chose qu'on vous promet, quelque chose qu'on vous présente, et puis en fin de compte, tous ces éléments réunis vont nourrir naturellement le terrorisme à tous les égards. Alors, Lébouré Crépin-Zanzé, vous êtes expert en communication, en géodiplomatie et aussi en gestion des conflits. Quand on regarde, il nous reste juste 5 minutes de temps d'antenne et d'autres questions encore, je vous l'avais dit, il y a beaucoup de questionnements par rapport à cette émission aujourd'hui. Quand on regarde dans la dynamique géopolitique, il y a ce type de partenariat que les grandes puissances, que tous les États ont. Je veux parler du partenariat sécuritaire entre l'OTAN et des pays, l'Union européenne, des pays de l'Union européenne. Les États-Unis se retrouvent au sein de l'OTAN, au sein d'une forme de partenariat sécuritaire entre les nations africaines et certaines grandes puissances. Il y a un partenariat sécuritaire. Comment on arrive à asseoir un bon partenariat sécuritaire prenant en compte la souveraineté de nos États? Je parle du continent africain. Je vais peut-être évoquer pour ce point-là 6 éléments qui sont très importants. L'opportunité de repositionnement diplomatique. Dans une situation où on arrive à être en conflit et le monde est permanemment en mutation, il faut penser au repositionnement diplomatique. Et ce repositionnement diplomatique va s'appuyer essentiellement sur vos réalités propres à vous. Qu'est-ce que nous gagnons? Est-ce que nous pouvons jouer dans le même championnat? Vous savez, comme on dit naturellement, la main qui donne, c'est la main qui ordonne. Naturellement. Donc vous devez tenir compte de cette réalité. Parfois, il vaut mieux évoluer avec un qui a votre trempe et être soudé que d'évoluer avec une personne qui est au-dessus de vous et qui vous donne des injonctions. Si vous ne prenez garde, vous finissez par perdre. Donc la mise en alliance de certaines puissances, si vous regardez bien les BRICS, pour ne citer que ceux-là, vous voyez que ce sont des mastodontes en formation, en gestation, en croissance, qui décident de se mettre ensemble. Ils ne partent pas se mettre avec des plus petits qu'eux. Donc, c'est pourquoi je parlais de la mutation ou la recomposition compétitive.
Chacun veut préserver quelque chose pour ne pas être là à donner seulement à l'autre. Le deuxième élément que je pourrais peut-être, c'est l'opportunité d'une doctrine de sécurité endogène. C'est très important. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous imaginer en train d'aller dans une alliance et vous comptez uniquement sur quelqu'un pour venir vous dépendre. Si c'est le cas, ça veut dire que vous avez échoué par avance. Il faut une doctrine de sécurité endogène qui permet réellement de tenir pendant un bon bout de temps. Et une fois que cela est compris, on arrive facilement à s'en sortir. Le troisième élément qui est important, c'est l'opportunité économique par substitution. La crise révèle une évidence claire à tous les États. Parce que vous savez quand est-ce que vous allez démarrer la guerre, mais vous ne savez pas quand est-ce que ça va finir. Et vous allez devoir payer des armes, vous allez devoir entretenir les troupes sur le terrain, le carburant, et même l'entretien des engins. Si nous avions des F-16 au Burkina, ça allait être très coûteux pour le dos. Donc c'est pourquoi je parle de cet aspect. L'autre élément, c'est l'opportunité de la souveraineté internationale. On parle de l'intelligence artificielle et tout ce qu'il y a. Est-ce que nos téléphones portables qu'on a aujourd'hui, on n'est pas sûr, écoute, si nous avons des ordinateurs qui sont griffés HP et tout ce que vous avez, qui nous dit qu'on n'a pas mis des codes? Même les motos quand on utilise, qui nous dit qu'on n'a pas mis des GPS là-dessus à notre insu? Les véhicules que nous payons, qui nous dit? Les drones, vous savez bien que par exemple comme les États-Unis vendent certaines armes à certains États, certains avions de chasse. Si vous êtes en guerre avec un pays, même si vous voulez découler avec ces avions de chasse, il faut l'autorisation d'abord du Pentagone. Donc à un moment donné, nous ne sommes toujours pas souverains de façon internationale. L'avant-dernière chose que je veux dire, c'est l'opportunité de jeunesse. Le capital le plus stratégique, c'est la jeunesse. D'accord. Voilà. Et cette jeunesse-là, elle ne doit pas être vue comme en réalité un outil qu'on utilise. Non, elle doit être le ferment même de l'expression de notre souveraineté, de l'élan que nous voulons donner à l'ensemble des alliances qu'on a. Si vous allez dans d'autres continents, vous voyez que ce sont des plus jeunes qui sont au cœur du mouvement. Et les têtes pensantes qui sont les personnes âgées, qui ont expérimenté beaucoup de choses. Et c'est ce qui permet la transmission intergénérationnelle des grands leviers. Et si je dois terminer par un élément, c'est l'opportunité de négociation. C'est très indispensable. Il ne faut jamais avoir pour ennemi X ou Y. Non, il n'y a pas d'ennemi juré ici aujourd'hui. Il n'y a que des acteurs avec qui on peut négocier parce qu'on peut acquérir quelque chose en ce moment précis. Nous débordons de notre temps d'antenne. Je vais vous accorder un dernier mot par rapport à une toute dernière question que j'ai, notamment, quelle est la posture diplomatique que le continent africain doit adopter face à ces alliances multiples et ces partenariats dont on a parlé? Sur la souveraineté, c'est pas un slogan. D'accord. Il faut arriver à intégrer ça. La souveraineté, ce n'est pas un slogan. C'est une première posture diplomatique. L'autre posture, c'est la neutralité. Sur la neutralité, je l'ai dit tantôt, c'est pas être neutre, c'est pas être mou, c'est pas être inactif, mais c'est éviter les alignements qui peuvent compromettre. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le choix de prendre une décision ferme. Non, assumer une décision, un choix, ça ne veut pas dire s'enliser dans une situation encombrante. Quand on est conscient que la situation est encombrante, on ne s'enlise pas. Parce que là, ça va devenir de la bêtise, de l'entêtement. Et sur les alliances, il faut tenir compte des réalités à la fois socio-culturelles et économiques. On dit dans un langage terre à terre, si vous étiez 9 pauvres, le 10e pauvre, vous risquez d'en être. Et sur les critiques extérieures, il faut avoir la capacité à les utiliser comme étant des stimulus, des stimulants pour arriver à avancer. Mais enfin, sur la guerre du narratif, il faut qu'on arrive à comprendre que dans la posture, la géopolitique, géodiplomatie, il faut non pas être dans une posture de va-t-en-guerre, mais dans une posture d'inflexibilité totale face à nos convictions. D'accord. On n'est pas dans une posture de va-t-en-guerre, mais on est dans une posture d'inflexibilité totale, et ce qui nous permet réellement d'être dans une posture de géodiplomatie, de géopolitique confortable.
Merci à vous, Lebouré Crépin-Zanzé. Merci pour ce temps d'antenne. Je rappelle que vous êtes expert senior agrégé en communication et sécurité. Vous êtes aussi spécialiste en géodiplomatie et résolution des conflits. Vous êtes enseignant dans des instituts privés hors du Burkina, notamment à Dakar. Merci à vous d'avoir consacré ce temps. Merci et bonne semaine aux téléspectateurs de Tri TV et surtout de l'émission DEJ Info Matinale. Merci à vous, Serge, pour l'invitation continue toujours. On reste ensemble. Merci. Nous avons une dernière thématique à développer et ce sera pour très bientôt. Merci bien. Merci. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs. C'est tout pour ce numéro du DEJ Matinal Info, une émission que je prends toujours plaisir à vous présenter. Et en attendant de vous retrouver, Dieu voulant, pour un prochain numéro, non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. Au revoir.